C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu, course à l'armement. La France a-t-elle déjà perdu? Une note détaille de manière très convaincante les raisons qui pousseraient le Kremlin à attaquer l'Europe dans 3 ou 4 ans. Le document signé Institut Montaigne détaille avec une précision impressionnante son mode opératoire. 3 scénarios sur la table. On vous dit tout dans un instant. Et alors oui, dans ce contexte, une question obsède. Sommes-nous prêts? Nous, l'OTAN, nous, la France. Comment organiser notre réponse? Et d'ailleurs, nous vous dirons comment le chef d'état-major des armées et de l'armée française veut la préparer au choc russe. Le choc russe, regardez comme les plus hauts représentants des armées tentent de nous préparer, nous, à cette éventualité. La coopération militaire et industrielle de la Chine, la Russie et d'autres atteint des niveaux sans précédent. Ils se préparent à une confrontation de longue durée. Ne soyons pas naïfs. Le monde qui vient est incertain, il est lourd de menaces. Donc il y a quand même une atmosphère sur le nucléaire qui est préoccupante. Donc on est quand même dans un niveau de discours et d'agressivité dans les actes et dans les paroles qui est assez exceptionnel. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Claire Cambier. Bonjour Claire, merci beaucoup d'être avec nous. Reporter international LCI. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour merci également d'être avec nous. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Général Nicolas Richoux, ravi bien évidemment de vous retrouver. Également ancien commandant de la 7e brigade blindée. Bonjour à vous Yves Doutrio, ravi également, ancien ambassadeur de France à l'OSCE et représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Et nous sommes également en direct avec vous Alexandre Vautravers. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la Revue militaire suisse, directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire, colonel d'état-major général, ancien professeur de relations internationales. Le grand dossier, c'est donc parti. Course à l'armement, la France a-t-elle déjà perdu? Avant, on va vous montrer une image, bien sûr, dans quelques instants. Xi Jinping qui dévoile un tout nouveau porte-avions. Il y a aussi toute une affaire d'explosion de la fabrication de missiles par les Chinois. Mais d'abord, je voulais qu'on s'arrête sur cette déclaration du président américain Donald Trump, quand Trump assure que Poutine l'aurait appelé pour le supplier de trouver une solution pour stopper la guerre. Oui, j'ai eu Poutine au téléphone il y a 2 semaines. Il m'a dit « J'ai essayé avec d'autres de régler cette guerre pendant 10 ans. Nous n'y sommes pas parvenus. C'est à vous maintenant. » Vos réactions, de Trouillon? Ça date, si j'ai bien compris, il y a 15 jours, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'est sortie l'idée d'un sommet à Budapest, chez M. Orban. Et puis, très vite après, dans 3-4 jours après, on a compris de sources russes comme de sources américaines que ce sommet n'aurait pas lieu. Et que peut-être les fameux Tomahawk, les fameux missiles américains pourraient, le cas échéant, finalement être livrés à l'Ukraine, sans doute avec un financement européen. Donc on a compris que ce coup de téléphone d'il y a 15 jours, à la demande de M. Poutine, n'a finalement rien donné. Alors là, le président Trump rappelle cette séquence-là. C'est quand même intéressant de voir qu'il rappelle cette séquence-là pour dire que la Russie continue à compter sur lui, M. Trump, pour trouver une solution, j'allais dire peut-être à la russe, à ce conflit qui n'est pas une solution ni pour les Européens, ni pour les Ukrainiens. Je vais prendre la réaction de Gallagher Fenwick et on avance sur notre affaire de porte-avions chinois. Allez-y, Gallagher. Le sort cruel qui est le nôtre est celui d'être suspendu aux lèvres d'une personne qui fait des ronds dans l'eau, à savoir un Donald Trump qui illustre parfaitement la définition de la folie selon Einstein, qui est de systématiquement refaire absolument exactement la même chose en s'attendant à ce qu'à un moment il y ait une issue différente. Donc il n'y a pas de rupture, à part une exception qui est notable, et je la souligne, la décision concernant les sanctions contre Lukoil et Rosneft, qui sont les 2 mamelles de l'économie russe, donc grande pourvoyeuse de fonds et qui appartiennent à l'industrie des énergies fossiles, dont est grandement dépendant l'effort de guerre militaire russe pour son financement. Mais sinon, Donald Trump qui rejoue sans cesse la même partition, et nous qui attendons sans cesse des gestes, des vrais qui pourraient faire la différence, mais qui n'adviennent pas pour le moment. Alors voilà, on voulait revenir sur cette déclaration donc, qui est tombée il y a quelques heures et qui rappelle un coup de fil entre les 2 hommes il y a 15 jours. C'était assez surprenant, mais on voulait vous parler de ce qui nous a, ce matin, interpellé le plus, qui nous met dans cette ambiance d'impression de menace vraiment globale, de plus en plus importante, dans laquelle nous retrouvons tous.
Xi Jinping dévoile un tout nouveau porte-avions. Le dirigeant chinois a assisté lui-même à la cérémonie de mise en service du Fujian dans un port militaire de Sanya sur l'île de Henan. C'est le 3e porte-avions et c'est le plus avancé de Chine, doté de catapultes électromagnétiques qui peuvent lancer 3 types d'avions selon les médias d'État chinois. On va regarder d'ailleurs la petite fiche d'identité du porte-avions chinois. Vous le voyez avec ses 80 000 tonnes de chargement, doté donc du système IMALS, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais je pense que le général va me rattraper au vol dans quelques instants. Catapulte électromagnétique, je le disais, capable de lancer 3 types d'avions. La Chine démontre qu'elle rattrape les États-Unis en termes d'armement, ça y est? Non, pas ça y est. Ils font un gros effort de rattrapage, mais ils en sont encore loin sur le plan naval. Maintenant, ils produisent à peu près ce qu'est le tonnage de l'armée française tous les 2 ans. Donc c'est quand même absolument gigantesque. En revanche, vous avez évoqué 3 porte-avions. Ils n'ont pas de 3 porte-avions, ils ont 2 porte-aéronefs et un porte-avions. Quelle est la différence? C'est qu'un porte-aéronef n'a pas de catapulte, donc vous consommez énormément au décollage, donc vous avez une autonomie qui est moindre et vous emportez moins de munitions. Donc l'avantage de la catapulte, c'est que l'avion fait aucun effort au décollage et ensuite a une autonomie en mission qui est bien supérieure. Alors ça, c'est le premier porte-avions avec catapulte qu'ils ont. Sur les 3, l'autre, il y en a un, je rappelle que le tout premier, il avait été acheté à l'Ukraine en 1994. Donc c'est quand même pas c'est pas une jeunesse. Le deuxième a été fait sur le modèle du premier, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Là, c'est vraiment la catapulte qui change, mais il reste à propulsion conventionnelle, c'est-à-dire qu'il est toujours tributaire de l'approvisionnement de mer, de la logistique, il faut qu'il refuel à un moment donné, etc., à la différence des porte-avions américains. Et la dernière différence, c'est que 2 porte-aéronefs, 1 porte-avions. De l'autre côté, il y en a 11, avec des capacités d'emport qui sont absolument considérables. Le dernier, Gerald Ford, il peut emporter entre 75 et 95 avions, quand celui-là, qui est le plus moderne, le plus gros, le plus tout, il en emporte une 60aine. Donc on n'est pas encore du tout dans la parité, mais on voit bien qu'en dépensant 7,2% du PIB tous les ans, la Chine fait un gigantesque effort de rattrapage. Alors Alexandre Vautravers, merci encore une fois d'être avec nous. On se méfie toujours de la communication, surtout quand elle est si puissante. On voit les images de cérémonies qui ont bien été transmises et répandues avec la présence de Xi Jinping, mais dans les faits, la Chine est-elle désormais si puissante qu'elle le prétend? Et seconde question, quel est le message dans cette communication? Bon, les messages sont très forts en direction, bien sûr, de l'Occident, en direction de toute une série d'autres États, et en particulier des petits États dans la sphère d'influence chinoise, qui peuvent prendre ces images avec beaucoup de sérieux et voire un peu d'angoisse. Et puis il y a un troisième public qu'il ne faut pas oublier, c'est le marché intérieur, c'est la population chinoise, qui en fait ne comprend plus que la Chine ne cesse de rattraper, ne cesse d'avancer, ne cesse de dépenser davantage, et sur le plan militaire n'a toujours pas d'équivalence ou n'a toujours pas atteint cette équivalence avec l'Occident. Yves Doutrio. Non, il faut un peu se souvenir du contexte global de la Chine et l'importance pour la Chine de garantir les fameuses voies de communication maritime. On connaît ici, la plupart, on a déjà sans doute parlé ici des contentieux autour de la mer de Chine du Sud, vous savez, entre les Philippines, le Vietnam, et évidemment la question de Taïwan, qui est centrale pour Pékin et pour beaucoup aussi d'Occidentaux. Il y a l'océan Indien, il y a la volonté américaine d'être beaucoup plus présente dans la zone Indo-Pacifique, et tout ça, ça passe par la voie navale, maritime. Il y a aussi les espaces auxquels on pense dans l'océan Arctique. Vous vous souvenez, quand M. Trump voulait racheter le Groenland, c'était aussi l'Arctique qui l'intéressait. Il avait évoqué aussi le fait que les Chinois s'y intéressaient aussi comme voie de navigation, puis peut-être pour exploiter le pétrole avec les Russes. Donc il y a énormément d'enjeux aujourd'hui dans les océans, dans les voies maritimes, et la Chine veut être présente et de plus en plus présente dans cette querelle géopolitique mondiale sur les océans, et en particulier, comme l'a dit notre interlocuteur, dans sa zone de prédilection, dans l'Indo-Pacifique. Claire Cambier, on va parler des missiles également chinois. Allez-y Claire.
Oui, on voit en fait que la Chine a réussi à s'imposer comme un géant économique et qu'elle essaye de rattraper son retard au niveau militaire. Alors, vous le disiez, elle accroît chaque année son budget. Elle est actuellement à 250 milliards. C'est conséquent, c'est une énorme dépense, mais c'est le deuxième budget au monde, hein, mais ça reste 3 à 4 fois moins que les États-Unis. Quand on regarde le PIB, je crois que c'est 1,6%. Donc, ça représente beaucoup parce que c'est aussi un grand pays. Alors, effectivement, il y a de grandes innovations. Il y a le porte-avions, on va certainement en parler. Ils ont, lors de son défilé, montré leur nouvelle arme laser géante. Ils ont aussi montré énormément de nouveaux missiles, les nouveaux Dongfeng. Donc il y a beaucoup d'avancées technologiques, mais pour le moment, ce n'est que le début du rattrapage. Et je le disais, l'autre information, 60% des sites chinois produisant des missiles montrent depuis le ciel des signes d'expansion. On vous en dit plus avec le général Riche, que j'emmène avec moi devant mon écran géant. Vous allez pouvoir nous expliquer, image à l'appui général, cette expansion militaire chinoise vue du ciel. Image satellite à l'appui, on va vous montrer un avant-après d'un site en particulier. Là, on est au nord-est de la Chine. Voilà, je suis précise, le site de Xi'an. Tout est à l'avenant, hein, il faut le savoir. En Chine, multiplication d'images satellites qui concernent plusieurs sites. Mais là, on est donc en décembre 2019, zone industrielle plutôt abandonnée, pas tellement d'intérêt. Et 5 ans après, regardez, on voit 7 bâtiments qui sont sortis de terre avec des espaces souterrains. L'avant-après, il est quand même très net. Cette expansion, je le disais, elle concerne 60% des sites de fabrication de missiles chinois. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire au Pentagone, il faut regarder les mots du Pentagone, en 4 ans, la production de missiles chinoises a augmenté de 50%. Parmi ces sites, voyez le chiffre qui s'affiche, 50% en 4 ans selon le Pentagone. Parmi ces sites, je serai comme ça tout à fait complète, il y a celui qui intéresse plus particulièrement les Américains, c'est celui qui fabrique le DF-26D, il est là, et il est qualifié de Guam Killer. C'est cette île qui est décisive dans le Pacifique, d'où décollent les bombardiers américains, donc la crainte des Américains de voir la Chine capable de toucher cette île. Votre analyse? Alors déjà sur les sites que vous avez évoqués, pour simplifier, vous avez 136 sites répertoriés, je crois que ça a été écrit là, 136 sites répertoriés, dont 60% ont augmenté leur taille. Donc c'est la preuve d'un effort considérable de développement des missiles, avec, comme vous l'avez dit, 50% de plus dans les chaînes d'approvisionnement en missiles. Depuis 2024, il y a un effort de 50% de plus supplémentaire d'approvisionnement en missiles. Ça veut dire que, comme pour le domaine naval que l'on a évoqué avant, eh bien, la Chine est dans une phase de rattrapage. Ces missiles peuvent être utilisés aussi bien de manière conventionnelle, c'est le cas du D-26D dont on peut parler, des F-26D dont on parlait après, oui, même nucléaire. Celui-là, il est porteur de l'arme nucléaire. Alors celui-là, spécifiquement, puisqu'on l'évoque, c'est un missile qui permet, un missile balistique, mais qui permet d'aller à peu près à 5000 km, c'est-à-dire qu'il tape directement Guam, qui est une des plus grosses bases navales depuis la Deuxième Guerre mondiale, ici, voilà, donc au large, qui a été conquis sur les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors d'une bataille très 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 sanglante. Et là, ils ont gardé un peu l'écart, vous voyez, pas contre en mer de Chine, mais une base très importante. Ce missile, il tape Guam à la vitesse de 24 500 km/h quand même. Donc en fait, quand vous regardez là-bas, il doit y aller en 10-12 minutes, grosso modo. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait le Guam Killer, le tueur de Guam. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, ça veut dire sans qu'on ait la possibilité véritablement de riposter, ce missile peut être en cible. Et donc quand on voit l'accroissement des missiles, il faut le mettre en perspective avec l'accroissement du potentiel nucléaire également de la Chine, qui construit à peu près 100 vecteurs, 100 ogives à peu près par an, qui en avait 300 et qui maintenant en a 600, dont on pense qu'à l'horizon 2030-2035, ils en auront 1000 têtes. Et alors ils viennent de 300 à 1000. Nous, en titre de comparaison, on en a 290-300. Les Américains doivent être plus près de 5000, quelque chose comme ça, avec les Russes, un peu plus les Russes, mais chez les Russes, on n'est pas certain que tout fonctionne. Mais on voit qu'ils sont, comme pour la marine, dans un effort de rattrapage considérable, et il faut vraiment mettre cet accroissement des vecteurs, de la construction de vecteurs, en relation avec leur puissance nucléaire. Parce que dans la même perspective, ils ont considérablement agrandi leur construction de silos. Ils construisent des silos nucléaires de manière concomitante avec l'agrandissement de leur flotte de missiles. Merci, Général. Et dans quelle mesure tout cela participe d'une menace
beaucoup plus globale. Regardez ce qu'en dit le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. La Russie n'est pas seule à s'efforcer de saper les règles internationales. Comme vous le savez, elle collabore avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres pays. Leur coopération industrielle en matière de défense atteint des niveaux sans précédent. Ils se préparent à une confrontation de longue durée. Ne soyons pas naïfs. Je vous pose la question à vous également, Alexandre Vautravers. Dans quelle mesure, selon vous, tout cela participe d'une menace plus globale qui pèse sur nos épaules à nous, même si ça paraît si loin? Bon, vous avez une grande image, si on peut s'exprimer ainsi, qui est en fait partagée par les Américains et par la Chine. Les Russes un peu moins, c'est de dire que la véritable confrontation géopolitique du XXIe siècle, ce n'est pas les États-Unis et la Russie, c'est les États-Unis d'un côté et soutenus par l'Occident, et de l'autre côté, c'est la Chine. Là-dedans, tout le monde joue à se faire peur avec la guerre en Ukraine, qui est finalement une zone de guerre relativement secondaire, et tout le monde se met d'accord pour prolonger ce conflit d'une manière ou d'une autre, pour éviter d'avoir à empoigner les véritables questions qui sont cette rivalité sino-américaine. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez présenté tout à l'heure, la question des porte-avions, j'ai l'impression qu'on est en train de nous donner une leçon d'astronomie, c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de débattre de décisions chinoises qui ont été prises il y a 10 ou il y a 15 ans, où la marine était, disons, le domaine qui était le plus investi et en accroissement le plus important. Aujourd'hui, ce sont très clairement les forces stratégiques, les missiles dont on parlait tout à l'heure, pour tenter d'égaliser le potentiel nucléaire américain. Gallagher. Si on prolonge la réflexion de M. Vautravers, avec laquelle je suis parfaitement d'accord, il faut se dire que ce qui est en train d'être fait là sur les missiles, notamment stratégiques, il faut y voir ce qu'on vient de commenter sur ce porte-avions. Et il y a plusieurs choses, moi, qui me frappent. Outre la rapidité à laquelle ils progressent et travaillent, la quantité qu'ils sont capables de produire dans des délais très restreints, il y a une caractéristique sur laquelle les Chinois sont de plus en plus forts, c'est leur grande autonomie, leur capacité à tout construire et à maîtriser toute la chaîne de valeur, et ainsi à décroître leur dépendance même à l'égard de leurs alliés. Par exemple, ce porte-avions qu'ils viennent de mettre à la mer avec sa catapulte électromagnétique que seuls les Américains étaient capables de faire. Ce qui fait que nous, par exemple, les Français, pour le Charles de Gaulle, on est dépendants des Américains pour cette technologie et sa mise à jour. Les Chinois sont en train de s'autonomiser et donc se protéger par rapport à ces contingences extérieures, ce qui en fait un ennemi potentiel de plus en plus redoutable, effectivement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est l'interrogation qui nous reste, c'est quelle est la valeur réelle de la marine chinoise ou de l'armée chinoise, ce dont ils n'ont pas combattu depuis longtemps. Citez-moi, par exemple, une victoire navale chinoise. C'est comme citer une victoire navale russe. C'est des puissances continentales les Chinois ont renoncé à la mer depuis l'Empire des Ming et ils s'y sont remis au XXe siècle. C'est un peu ça. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème de doctrine. Les Américains sont des Anglais, en fait. Ils savent naviguer. On voit bien, ils ont eu les plus grands marins, l'amiral Nimitz, etc., l'amiral Halsey, c'est de la Deuxième Guerre mondiale, face à une autre puissance maritime considérable qui était le Japon, 6000 îles, ils savaient naviguer aussi. Après, c'est l'usage de cette flotte considérable. Aujourd'hui, ils ont plus de bâtiments que l'armée américaine, mais en même temps, ils sont moins technologiques, c'est du rattrapage, et en tonnage, l'armée américaine, et technologiquement, l'armée américaine domine. Et ensuite, quand on met des bâtiments à la mer comme ça, en cas de bataille navale, il y a la capacité à agir en flotte navale, comme on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne s'agit pas de construire simplement techniquement des porte-avions, il faut savoir les utiliser. On se souvient, pour terminer par ça, que les Allemands ont construit plein de cuirassés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont jamais su les utiliser. Dès qu'ils sont sortis à la mer, ils se sont fait couler. En revanche, ils s'étaient spécialisés dans les sous-marins avec beaucoup d'habileté. Pour le reste des flottes de surface, ils étaient nuls. Et donc là, il faut savoir il faut quand même s'interroger sur la valeur réelle des porte-avions qui sont construits. Et je me permets d'insister un peu lourdement sur la question de la menace globale. Est-ce que, en fait, tout ça, c'est une seule et même histoire que l'on doit craindre tous collectivement ?
Alors, je vais venir tout de suite sur la menace globale. Dans le sens du général, il y a eu beaucoup de licenciements de hauts officiers chinois. Alors, est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'il y a des désaccords? C'est toujours très opaque, hein, le monde chinois, des dirigeants chinois. Mais ça montre quand même qu'il y a des failles dans le commandement, dans le haut commandement militaire chinois. Et donc, c'est sans doute une faiblesse. Alors, simplement, pour répondre à votre question, et on a parlé du nucléaire. Donc, on voit qu'il y avait les deux grandes hyperpuissances de la guerre froide, l'URSS devenue la Russie, et puis les États-Unis. Et puis maintenant, alors, il y avait la France, le Royaume-Uni, et la Chine, qui est à peu près au même niveau que la France et le Royaume-Uni. Alors, on voit que la Chine veut rattraper. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais je voulais rapprocher cela de la velléité américaine depuis sans doute déjà sous Obama, je pense, et puis Joe Biden en avait reparlé, puisqu'il y a des accords de limitation, qui sont plus ou moins respectés d'ailleurs, de limitation de l'armement stratégique militaire nucléaire entre la Russie et les États-Unis, vous savez, les fameux accords SALT dans les années 70, etc., il faudrait y associer aussi la Chine, puisque maintenant elle veut elle veut croître. Et alors les Chinois ont toujours donné une réponse négative. Non, pas question de nous mettre dans une négociation mondiale avec les deux autres grandes puissances pour limiter notre armement nucléaire. Alors le temps nous manque, mais tout va bien puisqu'on se retrouve juste après une pause. Mais dans un instant, vous verrez comment et pourquoi la Russie attaquerait l'Europe. Une note de l'Institut Montaigne détaille de manière très convaincante, les raisons qui pousseraient le Kremlin à attaquer l'Europe en 3 scénarios qu'on va vous mettre sur la table. Et vous verrez l'alerte sur la nécessité d'un réarmement rapide. Et d'ailleurs, oui, dans ce contexte, la question qui obsède, c'est: sommes-nous prêts? On va en parler également avec le général Olivier, je vous en prie, Olivier de Bavinkov, qui est ancien chef d'état-major de l'OTAN. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. L'occasion pour moi de vous saluer. On en reparle avec vous dans un instant. Alors à tout de suite. Les courses à l'armement, la France a-t-elle déjà perdu? Toujours avec Gallagher Fenwick, avec le général Richoux, avec Claire Cambier, avec Yves Doutrio. Et merci donc Olivier de Bavinkov, général de Bavinkov, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'OTAN. Voyons pourquoi et comment la Russie attaquerait l'Europe. Non seulement l'attaque de l'Europe par la Russie est plausible, selon l'Institut Montaigne qui vient de publier une note, mais en plus l'engagement plus intense pourrait se dérouler selon 3 scénarios et qui sont décrits avec vraiment beaucoup de précision, même impressionnante par cet institut. Pour y voir plus clair, je vous emmène avec moi cette fois à Gallagher Fenwick. Gallagher, 3 scénarios. Allez, le premier, vous allez nous le décrire. Le premier qui est idéal, même si la situation elle est grave, puisqu'on parle d'une agression de nos voisins et amis baltes par la Russie, c'est celui des États-Unis qui s'engagent pleinement, notamment au travers du déclenchement de ce fameux article 5, 1 pour tous, tous pour 1. Les États-Unis donc qui fournissent des moyens logistiques, militaires, mais surtout des troupes qui sont déployées. La Russie est freinée, l'OTAN en sort effectivement renforcée, plus crédible que jamais. Et peut-être que malgré une guerre déclenchée, la Russie est repoussée par cette alliance qui tient, qui est solide et qui est solidaire. Donc ça, c'est le premier scénario. Passons à l'acte 2. Qui est le pire, celui à l'inverse des Américains qui se désengagent. L'OTAN, on le voit, c'est écrit ici, est en échec. Les États-Unis, pour des raisons peut-être logistiques, politiques, stratégiques, ne font rien. Les Européens se retrouvent effectivement seuls et on le sait, on l'a vu sur la question des troupes de réassurance pour l'Ukraine. Certains, sans l'appui, l'aide et l'intervention des Américains, certains Européens ne seraient sans doute pas prêts à venir s'aventurer du côté de leurs amis baltes. Et le troisième scénario? Eh bien, c'est un scénario à mi-chemin des Américains qui s'impliquent, mais de manière limitée, avec peut-être un soutien qui serait uniquement logistique, peut-être uniquement du partage de renseignements ou une aide financière. Ici encore, cela fait éclater notre grande dépendance à l'égard des Américains. Les Européens seraient sans doute divisés. L'OTAN en sortirait grandement abîmée. Il me reste 20 secondes peut-être? Oui, allez-y. Pour vous donner 3 chiffres. Allez-y. Les Américains avec l'OTAN, en termes de PIB, c'est un peu plus de 55 000 milliards. Les États-Unis, c'est plus de la moitié de cela. En termes d'effectifs militaires, c'est 3,39 millions de militaires actifs. Les États-Unis, c'est un tiers de cela. Et enfin, en termes de budget militaire annuel, c'est 1500 milliards annuels. Les États-Unis, c'est 2 tiers de cela. Donc on le voit, les États-Unis avec, ou plutôt l'OTAN avec ou sans les États-Unis, ça n'est vraiment pas la même alliance. C'était parfait. Merci beaucoup Gallagher Fenwick. Général,
Quel est selon vous le scénario le plus crédible à ce stade ? Je ne sais pas si on peut dire que ces scénarios de l'Institut Montaigne sont particulièrement crédibles. Ce sont des scénarios. Il est normal que les instituts fassent des travaux de recherche et essayent de cadrer et de définir la réflexion telle qu'elle peut se produire à un horizon de 3-4 ans. Pour autant, tous les états-majors font ça. Le travail qu'a fait Montaigne est un travail très intéressant, très complet. Mais les conclusions qu'il en tire sont des conclusions très ouvertes. Vous savez, dans l'histoire de l'OTAN, la grande question, au fond, est de savoir si la solidarité transatlantique, qui n'a jamais été mise en cause en 80 ans d'existence, jamais il n'y a eu l'ombre d'un coup de canif dans cette solidarité. Évidemment, je vois bien l'intérêt d'imaginer que demain il y a un coup de poignard au lieu d'un coup de canif, mais personnellement, je ne le vois pas du tout. Et je pense qu'en ce qui concerne les pays baltes, et là je sors volontairement de cette étude que j'ai lue très attentivement de l'Institut Montaigne, je pense qu'en ce qui concerne les pays baltes, la solidarité qu'ont toujours marqué les États-Unis d'Amérique au pire moment de la guerre froide, lorsqu'il y avait une glaciation absolue de part et d'autre du rideau de fer, la solidarité qu'ont toujours marqué les États-Unis d'Amérique a toujours été absolument incontestable. Si nous, Européens, nous, Français, nous, Britanniques, nous, Allemands, nous avions abandonné et oublié qu'il existait une Lituanie, une Estonie et une Lettonie, jamais les États-Unis ne l'ont oublié. Alors c'est vrai qu'en parallèle, regardez, on a sorti aussi cet article de l'Express qui parle d'une mini-OTAN dans le Grand Nord qui fait bloc contre la Russie. Donc on parle ici de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, du Danemark, avec des gouvernements qui ont multiplié les accords bilatéraux, notamment permettant à l'US Air Force d'atterrir sur des bases aériennes partout en Scandinavie. C'est ce qui vous donne, le mot est un petit peu fort, mais cet espoir au regard des scénarios qu'on vient de mettre sur la table. Je crois qu'il y a une bascule considérable de force qui s'est opérée en Baltique et en région nordique. Bien évidemment, le fait que la Suède et la Finlande aient rallié l'OTAN, ce qui ne s'était pas produit pendant les 80 ans que j'évoquais précédemment, c'est un changement de posture, mais considérable. Les moyens qui y sont déployés, d'abord, ce sont deux grandes nations nordiques. Si les trois pays baltes sont des petits pays qui font 1,5 million, 2 millions d'habitants, etc., nous savons tous ça. La vérité, c'est que pour le coup, avec la Suède et la Finlande, je crois que la Russie a des souvenirs qui sont des souvenirs cuisants. Mais vous savez quelle est la grande question qui circule depuis que l'Institut Montaigne a mis ses scénarios sur la table? C'est: sommes-nous prêts à nous battre pour Narva? On a posé la question également à Gérard Araud. Regardez sa réponse. Moi, je suis convaincu que l'article 5 ne sera pas activé. Ah, je suis vraiment désolé. Moi, s'ils saisissent la ville de Narva, ou à la frontière estonienne, puis ils s'arrêtent en plus, ils sont malins, les Russes. Les Estoniens se précipiteront et les États-Unis leur diront: non, je ne vais pas défendre l'Estonie. Et est-ce que vous pensez que le citoyen français de la rue, car nous sommes des démocraties, dira: on va faire la guerre pour Narva? Je ne suis pas prêt à le parier. Alors, ce pari, je vous le soumets. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a des troupes qui sont déployées de manière permanente dans ces affaires-là, ça veut dire dans les pays baltes. Et donc, si demain, il y avait une attaque sur toute partie des pays baltes, on y a des avions, on y a des bataillons, on y a même une brigade allemande qui est en train de se former en Lituanie. C'est-à-dire que ces trois pays, Estonie, Lettonie, Lituanie, sont équipés de troupes de l'OTAN. Donc moi j'imagine mal qu'on puisse laisser en Estonie la ville de Narva se faire attaquer sans qu'il y ait une riposte au moins aérienne dans les minutes qui suivent. Vous savez, ça, moi je n'y crois pas. Vous savez ce que dit l'Institut notamment? Il estime que la période, je regarde mes notes parce que je vais être précise. L'Institut identifie un horizon particulièrement dangereux qui se situerait entre 2028 et 2030. Pourquoi 2028? Parce que ce serait la dernière année de mandat de Donald Trump qui serait réduit à ce qui est appelé une lame duck, c'est-à-dire canard boiteux, mais je parle sous le contrôle de Gallagher. Et 2030, parce qu'à cette date, selon les services de renseignement et les états-majors danois, norvégiens, britanniques ou encore allemands, Moscou aura alors achevé son réarmement complet. Alors que, par exemple, dans le même temps, l'Allemagne, elle ne serait pas encore prête
prête. 2028-2030, c'est la période de tous les dangers? Alors, en fait, c'est pas tellement l'Institut Montaigne qui le dit, mais il se réfère, et on a entendu tout à l'heure quelques extraits de chef d'état-major des armées, chef d'état-major de l'armée de terre. On avait cité auparavant, je crois, des hauts militaires danois, norvégiens. Je me demande même si le ministre de la Défense allemand on n'avait pas parlé, et c'était toujours autour de 2028, 2030, hypothèse d'initiative militaire du côté russe, sans d'ailleurs que tous ces experts militaires ou civils ne donnent davantage de détails. Je sais qu'après vous allez nous faire parler de la guerre hybride. Qu'est-ce que c'est que la guerre hybride? Et je crois que Marc Rutte dit que maintenant il ne s'agit plus de guerre hybride. Vous allez divulgacher le reste de l'émission. Non, vous l'avez annoncé vous-même tout à l'heure, cher Marie-Amélie. Alors, de ce fait-là, cette période de tous les dangers, on évoque la fin du mandat de M. Trump, le réarmement de la Russie. On évoque aussi dans l'enquête de Montaigne le fait que les États-Unis pourraient être, comme on le dit tout le temps ici, plus intéressés par l'Indo-Pacifique, des actions chinoises autour de Taïwan ou encore des affaires au Moyen-Orient, et que donc Washington se désintéresserait progressivement de l'Europe. Donc on évoque tous ces scénarios-là. Je pense que... Alors, je ne veux pas prêter à l'Institut Montaigne des intentions cachées, mais l'idée, c'est de sensibiliser les opinions. Alors, on parle beaucoup de résilience des opinions. D'ailleurs, l'Institut Montaigne évoque aussi la fatigue des opinions par rapport à la guerre, des opinions occidentales, et que donc l'objet peut-être de ce type d'études, c'est de sensibiliser les opinions, sensibiliser les gouvernements, qui commence à se réarmer, à commencer par l'Allemagne, qui est citée à de nombreuses reprises. On commence à se réarmer, ça concerne peut-être en premier lieu l'OTAN. Marc Rutte, secrétaire général de l'OTAN, assure que désormais, en munitions, nous produisons plus que la Russie. Regardez. Nous sommes déjà en train d'inverser la tendance en matière de munitions. Jusqu'à récemment, la Russie produisait plus de munitions que tous les alliés de l'OTAN réunis. Mais plus maintenant. Au sein de l'Alliance, nous ouvrons actuellement des dizaines de nouvelles lignes de production et étendons celles qui existent déjà. Nous avons plus que ce que nous avons fait depuis des décennies. Nous devons tirer parti de ces progrès. Alors on n'entendait pas très bien, mais il dit nous sommes déjà en train d'inverser la tendance en matière de munitions. On sait qu'il est dans son rôle parce qu'il est là soit pour dramatiser aussi les enjeux, soit pour nous dire vous inquiétez pas, l'OTAN est à vos côtés. Mais il faut s'y raccrocher en se disant mais voilà, on n'est pas inerte, l'OTAN n'est pas inerte. C'est la signal d'une montée en puissance malgré tout. Alors l'OTAN n'est pas inerte, l'OTAN n'est pas condamnée à l'impuissance. Pour autant, et on en revient à cette note de l'Institut Montaigne, avec ou sans les États-Unis, quel que soit le critère de l'équation, ou la partie inconnue de l'équation sur laquelle on se penche, le militaire, l'économique, le financier, le logistique, ça n'est franchement pas le même calcul. Mais il y a autre chose quand on prend un petit peu de recul, et l'ambassadeur Doutrio a commencé à aborder cette question. Pourquoi est-ce que l'Institut Montaigne produit cette note? Je crois qu'il y a une question qui nous était posée et à laquelle on ne peut plus répondre, c'est parfaitement impossible, c'est est-ce que la Russie pourrait éventuellement, partiellement, totalement attaquer, occuper les Baltes. Il y avait jusque récemment des gens sur ce plateau qui disaient c'est strictement impossible. Jamais. Ce qui voulait dire ça ne sert à rien de faire ce travail de prospective. Ils sont enlisés, bloqués en Ukraine, ils n'en ont pas les moyens. Désormais, on ne peut toujours pas prédire l'avenir. En revanche, il paraît irresponsable et impossible d'écarter définitivement ce scénario. D'où la nécessité de ce travail de prospective. Et l'intérêt de cette note, c'est, je crois en tous les cas, de regarder à quoi ça ressemble une réponse otanienne avec les États-Unis, sans les États-Unis, ou à mi-chemin entre ces deux-là. Je vais resserrer un peu le spectre et je vais être un tout petit peu plus nombriliste pour nous, la France. Et nous, dans tout ça, nous, la France, sommes-nous prêts? Oui, cette question, elle nous obsède. Sommes-nous prêts, nous, l'OTAN, nous, Français, entre les essais russes, la possible reprise de tests américains, le programme nucléaire iranien, les plus hauts gradés français tirent la sonnette d'alarme, vous l'avez entendu en introduction de cette émission. Et le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, l'a encore fait il y a quelques heures. Regardez. 2008, la Géorgie, 2014, la Crimée, 2022, l'Ukraine dans des nouveaux oblasts. Aujourd'hui, aucun signe de la part de Moscou d'une volonté de négocier ou de s'arrêter, mais la poursuite d'une guerre très coûteuse à nos portes sur notre continent à quelques heures de chez nous.
le scénario d'un nouvel épisode d'attaque russe sur notre continent ne peut pas être écarté. Et il faut s'y préparer. Alors, déjà, posons le cadre général. Il remet sur la table, il persiste et il signe le choc d'ici 3 à 4 ans face à la Russie avec lequel nous devons nous préparer. Mais je crois que, en fait, je pense qu'on est tous d'accord. Le chef d'état-major tire les conséquences de l'attitude russe. Le rêve impérial russe que le président Poutine met en œuvre avec une volonté de faire, ce rêve impérial ne s'est pas évanoui malgré les échecs ou les demi-succès ou les quarts de succès de son opération spéciale en Ukraine. Et donc maintenant qu'on a ça en tête, sommes-nous prêts? La question, elle est basique et infiniment complexe à la fois. Nous sommes prêts. Que dire? D'abord, oui, bien sûr, nous sommes prêts. Imaginer que nous ne le sommes pas, c'est se tromper complètement. Nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes suffisamment prêts ou est-ce que nous sommes insuffisamment prêts? Tous les efforts qui sont faits maintenant depuis plusieurs années sont des efforts de réarmement. Mais nous faisons face à une problématique qui est une problématique très importante. Et je vais essayer vraiment de résumer en quelques secondes. En fait, nous sommes face à un nouveau schéma industriel qui est très compliqué. C'est que l'irruption de la dronisation, de ces drones par centaines de milliers, par millions, dans l'espace du champ de bataille, qui donne une transparence absolue à cet espace du champ de bataille, nous implique et nous oblige à penser les concepts industriels différemment de ce que nous avions fait auparavant. Pour dire les choses simplement, nous étions habitués à fabriquer des grands objets très coûteux, planifiés sur le très long terme, sur des décennies, et dont la durée de vie en service durait 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes lancés, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major des armées, viennent de s'exprimer sur ces questions-là pour demander à ce que l'industrialisation se fasse, je dirais, dans toutes les unités, les bases aériennes, les ports, les régiments de l'armée de terre, pour justement compenser le fait que maintenant, ce ne sont plus seulement des grands objets qu'il faut construire comme nous les construisions auparavant, mais il faut construire maintenant des petits objets et en nombre considérable. Effectivement, le général Mandon a eu ces mots. Il a évoqué le retard de la France dans le domaine des drones et la volonté de droniser. Il dit on doit se droniser l'armée. Quelle est selon vous la priorité, général Richoux? Parce qu'il dit autre chose, le général Mandon. Il parle de la nécessité de s'entraîner, davantage entraîner les soldats et à balles réelles. Et il raconte ceci, moi ça m'a beaucoup surprise. Il dit imaginez que l'équipage de la frégate du Languedoc qui a dû abattre un missile en mer Rouge n'avait jamais tiré auparavant. La priorité, ça avait été dit par le général Burkhardt avant qu'il parte, ce sont les stocks. Et ce sont les stocks de munitions. C'est-à-dire que vous avez expliqué également qu'il est arrivé que le Charles de Gaulle parte en mission avec pas la totalité de ses missiles, etc. On a un problème de stock parce qu'on avait un problème industriel. Par exemple, en ce qui concerne les missiles Scalp, on en a pu construire pendant 15 ans. Et lorsqu'il a fallu en livrer à l'Ukraine, on a dû livrer nos propres stocks. Donc la première chose c'est les stocks. Il faut d'abord reconsidérer nos stocks parce qu'on avait à peine de quoi s'entraîner, on avait à peine, quand c'était en Afghanistan ou même au Mali, on consommait quelques munitions, mais c'était pas énorme. Là, on a affaire à des combats de haute intensité avec des corps blindés mécanisés, alors il y a moins de chars actuellement, mais qui consomment énormément de munitions en combat en localité, etc. Donc on a besoin de stocks, mais à mon avis également, on a besoin de masse, parce qu'on a des armées qui ont été préparées pendant les 30 dernières années pour des raisons tout à fait honorables, à des combats outre-mer, des combats de projection, que ce soit l'Afghanistan, l'Afrique, etc., les Balkans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un modèle qui est un modèle avec, on a choisi pour 20 ans des Griffons, des Jaguars, qui sont des véhicules aérotransportables, mais qui ne sont pas des véhicules qui sont faits pour la guerre contre des chars russes. Car à la fin, il faudra quand même, si on veut combattre, il faut percer. Voilà. Donc je pense effectivement qu'il manque deux choses. Ce sont les stocks. D'abord, c'est la masse. La technologie, nous l'avons. Et puis après, il faut s'adapter à cette nouvelle guerre, c'est-à-dire la dronisation est une priorité. Mais la dronisation, c'est pas ça qui va nous faire gagner la prochaine. Mais il faut pas louper ce tournant de manière qui est absolument essentiel dans ce qu'on a vu depuis 2022. Sur les munitions, c'est très concret. 2,4 milliards d'euros seront consacrés à l'achat de munitions en 2026. Claire Cambier.
Oui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, la France a pris conscience qu'il fallait se réarmer, aller plus loin, mais au-delà de la France, c'est même toute l'Europe. Et on peut voir le verre aussi à moitié plein. Allez, on est preneurs aussi. Puisqu'il y a pas mal de programmes de réarmement européens qui ont été mis en place pour mutualiser les forces et les industries. Il y a par exemple l'Eurofighter Typhoon qui met en commun des entreprises italiennes, anglaises, qui vont travailler ensemble. Il y a comme ça des évolutions, et il faut peut-être plus penser, pas seulement défense française, mais défense européenne dans sa globalité. Il y a le programme Rearm Europe aussi, qui a été lancé en mars dernier, 150 milliards d'euros pour se réarmer au niveau européen ou canadien, sortir aussi de cette dépendance des États-Unis. Donc on voit qu'effectivement, ça va mettre du temps. Le réarmement, ça se fait pas du jour au lendemain en un an, mais l'Europe prend la bonne voie, et les différents discours des états-majors, c'est pour pousser à continuer dans cette voie. Alors, c'est assez étonnant, mais alors qu'on parle de dronisation de l'armée française, on apprend là, à l'instant même, que les États-Unis vont acheter au moins 1 million de drones dans les 2 années qui viennent. Donc là, si on n'avait pas compris que l'enjeu était en central, ça en est quand même une illustration encore très concrète. Non, bien sûr, et notamment une bonne partie de ces drones, ils vont être achetés aux Ukrainiens, qui ont ce savoir-faire absolument indéniable, à la fois dans les drones qui sont lestés de charges utiles, les drones d'observation et les drones d'interception également, qui viennent percuter parfois les shaheds iraniens pour les neutraliser. Vous savez, quand on se demande si on est prêt, on a tendance, et c'est tout à fait normal, à s'attacher au matériel, à la logistique, aux munitions, à la poudre, aux obus. Mais il y a autre chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, et ça, les Ukrainiens nous le montrent et nous le rappellent tous les jours. C'est aussi, est-ce qu'on est prêt en tant que nation ? Est-ce qu'on est prêt, j'allais dire, philosophiquement ? Quand on pose la question, comme vous l'avez fait tout à l'heure, est-ce qu'on serait prêt à aller se battre pour Narva ? Mais vous me posez la question comme ça, j'ai naturellement envie de vous dire non. Moi, je ne vais pas aller passer mes vacances à Narva. Donc je pense que ce dont nous avons besoin, outre un effort de réindustrialisation, c'est aussi de refaire de la pédagogie sur ce qu'est l'Europe, ce qu'elle représente. Pourquoi les Ukrainiens se battent pour appartenir à cet ensemble ? Quelles sont nos valeurs ? Et qu'est-ce qu'on est prêt, concrètement, humainement, financièrement, militairement, à sacrifier pour la défense de ces valeurs. Je voudrais juste expliquer, c'est important ce que vous soulignez, mais je voudrais expliquer pourquoi on parle aussi d'avions en bas de l'écran. C'est parce que le général Bélanger, pour l'armée de l'air, dit que la France aurait besoin de 230 avions pour assurer toutes ses missions. Donc je vous repose la question, drone-avion, aujourd'hui, à ce stade, on manque de tout ? Moi, je comprends très bien qu'on fasse des punchlines en essayant de mettre le côté négatif ou le côté positif. Alors, je vais vous dire qu'on ne cherche pas à faire des punchlines. Si, quand même. On pose des questions, si je puis me permettre. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est quand même le cas. Là, c'est très difficile de résumer les choses comme ça. Bien sûr que le chef d'état-major de l'armée de l'air a raison de dire que le nombre d'avions de combat qui avait été défini n'est pas atteint aujourd'hui, que la production des Rafales se poursuit, que l'augmentation de cette production a été décidée. On va passer sur un rythme de production plus important annuel qu'il n'était. On va passer grosso modo de 10 Rafales à 15 Rafales. On est en train de passer à 15 Rafales par an. Mais vous ne fabriquez pas 150 Rafales par an. Donc lorsque la cible est d'atteindre 230 Rafales, comme il l'a souligné, en service opérationnel dans l'armée de l'air, le temps de monter de l'état actuel dans lequel nous sommes, avec 15 Rafales de fabriqués par an, pour l'armée française, pour l'armée de l'air française, il faudra un certain temps. Donc, vous savez, nous, on est assez simple, général. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il faut qu'on manque de drones et qu'il faut en fabriquer, il faut droniser, quand on nous dit qu'on manque d'avions et qu'il faut en fabriquer, nous, on se demande s'il nous manque des choses. Bien sûr, tout simple. Il nous manque des choses. Voilà. Bien sûr qu'il nous manque des choses, mais il nous manquera toujours des choses. Il manque aussi des choses dans l'armée américaine. Alors, la preuve. Général et de Trio, allez-y. Vous savez, le maréchal de Villeroy disait cette formule fameuse au début du XVIIIe siècle, nous autres, les militaires, sommes comme des manteaux. On ne se souvient de nous que quand vient le mauvais temps. Donc ça, c'est une formule qui est restée très fameuse, et c'est exactement ça. Tant qu'on a été dans les dividendes de la paix des années 90, on partait en Bosnie, tout allait bien, etc. Puis d'un seul coup, on se découvre que l'armée redevient essentielle à la survie de la nation. Moi, je me souviens, dans les années 2010, on nous disait à l'état-major des armées, pour la première fois de l'histoire de France, l'armée n'est plus essentielle à la survie de la nation.
Nations, et c'est pour la raison laquelle les budgets dégringolent. Et aujourd'hui, l'armée redevient essentielle à la survie de la nation. Simplement, on a un retard considérable par rapport au modèle capacitaire dont on a besoin par rapport à ce qu'on a fait au cours des 30 dernières années. Je voulais simplement rappeler que ce qui a été dit tout à l'heure par vous excellemment, c'est qu'on n'est pas seul, quoi. Alors bien sûr, les États-Unis risquent à terme de se distendre de l'Europe, mais les Européens commencent à travailler énormément ensemble. Et ça, c'est vraiment un enseignement tiré de la guerre en Ukraine. On a quand même un programme de 800 milliards d'euros, le fameux programme... Alors vous avez dit ReArm, mais comme on n'aime pas trop les armées à Bruxelles, ils l'ont réappelé Ready. Alors, mais donc on agit, quoi. Et évidemment, ça n'a pas un effet immédiat. Non, mais ça, bien évidemment. Mais d'ici puisqu'on parle de 2028, 2030 et au-delà, les choses vont progressivement s'arranger, peut-être. On accueille également avec nous Michel Polaco. Bonjour Michel Polaco, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Expert en aéronautique, questions de défense et du nucléaire. Alors, nous sommes en train de passer à une étape supérieure en termes de tensions qui se rapprochent. Alors ça, c'est pas nous qui le disons, hein. C'est Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, encore lui, qui a déconseillé, là, tout récemment, l'utilisation désormais du terme hybride pour qualifier les tentatives d'assassinat russe, les incursions répétées dans l'espace aérien de l'OTAN. On va le réécouter, le secrétaire général de l'OTAN, et on en reparle juste après. Vous savez, quand on parle de guerre hybride, c'est un peu biaisé. Parce que moi, je vois des assassinats ciblés, parce qu'on a aussi vu dans certains pays des brouillages de vols commerciaux, ce qui est extrêmement dangereux, des attaques sur la sécurité sociale britannique. Donc je n'aime vraiment pas le mot hybride. Alors, on le sait encore une fois, il est dans son rôle également de nous mettre en alerte. Mais on aime bien mettre des faits derrière les mots. Alors, Claire, on va le faire ensemble. Quand il parle de ces tentatives d'assassinat, qu'il met très haut dans son argumentaire pour dire qu'il ne faut plus parler de guerre hybride, de quoi parle-t-il précisément ? Le dernier exemple en date, c'est la tentative d'assassinat en octobre dernier à Biarritz de Vladimir Ossechkin, un opposant russe réfugié en Russie. Ce sont les services de renseignement français qui ont réussi à déjouer ce projet il y a 3 semaines. Ils ont arrêté 4 hommes, certains originaires du Daghestan, petite république de Russie. Sur leur téléphone, on a retrouvé des images, des repérages autour de la maison de cet opposant. Autre tentative d'assassinat, c'est celle du PDG de Rheinmetall en 2024, Armin Paperger, par les services secrets russes. Cette fois, ce sont les renseignements américains qui ont repéré qu'il était une cible. Ils ont fourni tous les détails à leurs homologues allemands. Il a pu être mis en sécurité. Alors pourquoi lui, Rheinmetall, c'est ce conglomérat allemand qui produit entre autres des obus pour l'armée ukrainienne, et c'est une des plus grandes industries d'armement au monde. Le dernier exemple, malheureusement, qui lui a réussi, c'est l'assassinat d'un pilote russe qui avait fait défection. C'était le 19 février 2024 en Espagne. Alors ce transfuge, il s'appelait Maxime Kouzminov. Il avait fait la une des journaux, souvenez-vous, en se rendant à l'armée ukrainienne l'été 2023 à bord de son hélicoptère. Alors les services secrets ukrainiens, ils avaient mis des mois à organiser cette défection en échange de 500 000 $ tout de même, une nouvelle identité, des garanties de sécurité pour lui et sa famille. C'est raté. Il a été retrouvé criblé de balles. Alors officiellement, les Russes n'ont jamais reconnu leur culpabilité, mais à l'annonce de sa mort, le directeur du service des renseignements extérieurs a indiqué, je cite, « Ce traître et criminel était déjà devenu un cadavre en puissance au moment où il planifiait son sale et terrible crime. » Merci beaucoup Claire. Michel Polaco, votre réaction, il a raison Mark Rutte de dire que on passe à une autre séquence, dans une autre dimension. Il n'est plus suffisant de parler de guerre hybride désormais. Il a raison quand il dit qu'on passe à une autre dimension. Parce que depuis, on va dire, la chute du mur de Berlin et depuis la guerre du Golfe en 90, on a voulu toucher les dividendes de la paix, on a totalement effondré notre industrie de l'armement, y compris l'industrie européenne d'ailleurs. On a réduit fortement les commandes pour nos armées dans tous les domaines et on n'a même pas respecté les commandes qu'on avait annoncées et qu'on avait prévues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup moins de bateaux, d'avions, d'hélicoptères et de tous les engins nécessaires et de toutes les munitions nécessaires qu'il ne faudrait pour pouvoir faire une guerre un peu lourde. Donc aujourd'hui, on est armé pour aller guerroyer en Afrique, pour aller guerroyer un peu au Proche-Orient. On n'est évidemment pas armé pour faire une guerre majeure contre un pays majeur qui possède des armes importantes.
Voilà, alors je crois que c'est un peu bizarre de découvrir ça. Il n'y a pas de raison de le découvrir, on le sait, ça fait des années qu'on le voit, comme le disait le général Richouf il y a un instant. Et quand j'entends aussi qu'on n'est pas seul, mais bien sûr qu'on est seul, parce que l'assemblage de 27 armées européennes qui n'ont en réalité absolument rien à voir entre elles, ça ne fait pas une armée puissante. Ça n'a rien à voir. Donc, bien évidemment, on a évidemment des coordinations, on fait des exercices ensemble, on est capable de verser de l'essence d'un avion à l'autre, ou d'un bateau à l'autre, ou d'un véhicule à l'autre. Mais enfin bon, tout ça, c'est de la foutaise. Ça n'est pas une armée lourde et puissante européenne. Elle n'existe pas. Général Bavinkov, le colonel Goya dit que nous sommes sous le seuil de la guerre ouverte, général. Vous êtes d'accord avec cette expression? Et si oui, si elle est menée contre nous, la menons-nous également? Oui, nous sommes dans une forme de guerre que l'on qualifie d'hybride. C'est un terme qui permet de se rassembler. Nous sommes dans une forme d'affrontement, de confrontation avec des opérations qui ne sont pas des opérations de guerre, mais qui sont des opérations qui instillent dans la population un sentiment d'inquiétude, à juste titre, un sentiment d'incertitude, et donc nous devons prendre en compte tout cela. Sur ce que disait Michel Polaco, je ne partage absolument pas ce qu'il vient de dire. Je ne partage vraiment pas. Lorsqu'il dit que les alliances, ça ne sert à rien, que nous ne faisons que remplir les réservoirs des uns et des autres, c'est l'expression qu'il a employée, pas du tout. Les états-majors de l'OTAN s'entraînent très sérieusement, les scénarios sont étudiés, les mécanismes d'interopérabilité sont extrêmement approfondis, les programmes sont conçus généralement ensemble, les équipements sont interopérables, la chaîne logistique est totalement coordonnée et organisée. Bref, vous avez toute une série d'opérations qui ne sont d'ailleurs pas très visibles, parce que je suis un peu désolé de dire ça, mais ça ne défile pas sur les Champs-Élysées. Tout ce travail considérable qui est réalisé au quotidien par l'ensemble de ces équipes de l'OTAN et de la France et de l'Allemagne et de l'Angleterre, etc., c'est un travail qui ne défile absolument pas sur les Champs-Élysées. Mais c'est un travail de professionnels qui est réalisé très sérieusement, à la fois par les armées de l'air, par les marines, par les armées de terre, par les forces spéciales. Et toutes ces opérations-là permettent de dire que bien sûr nous ne sommes pas seuls, bien sûr nous faisons partie d'une coalition, bien sûr il y a des domaines où nous restons souverains, le nucléaire en étant l'archétype. Mais pour les autres, nous avons des forces qui sont incontestables. Afessine veut vous répondre. Et après, messieurs, je voudrais qu'on parle de la Belgique. C'est important ce qui s'y passe. Allez-y, Michel Polaco, je vous laisse répondre. Oui, je ne parlais pas de l'OTAN, je parlais de l'Europe, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et ce qui ne comprend pas exactement les mêmes pays, d'abord. Et deuxièmement, je me permets de rappeler qu'il y a des années où le gouvernement français n'a commandé qu'un seul avion de combat. Un seul avion de combat. Comment voulez-vous maintenir des chaînes de montage et faire fonctionner une industrie quand on lui commande un avion par an? Alors, je voudrais encore une fois qu'on prenne le temps, parce que le temps file. Comme je le dis souvent, c'est bon signe, ça veut dire que c'est passionnant. Il faut qu'on parle de la Belgique. Il s'y passe beaucoup de choses. Dans son ciel belge, dans le viseur des Russes, des drones qui se multiplient. Claire, on y retourne. On en reparle. Rappelez-nous ce qui s'est passé dans le ciel belge ces dernières heures. Depuis plusieurs jours, de nombreux drones ont été aperçus dans le ciel du pays. Oui, exactement. Et les aéroports, mais aussi des bases militaires ont été ciblés. 200 signalements sur la seule journée de mardi, au-dessus de Bruxelles-Zaventem, le plus grand aéroport du pays. Trafic aérien interrompu, une dizaine de vols annulés. Il y a même plusieurs centaines de passagers qui ont dû passer la nuit à l'aéroport. Mardi soir, c'est également l'aéroport de Liège qui a été pris pour cible. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu de nouvelles alertes émises hier pour ces deux aéroports. Trafic aérien toujours perturbé ce matin. Plus inquiétant, il y a plusieurs drones qui ont été aperçus au-dessus de bases militaires, dont celle de Kleine-Brogel, dans le nord-est du pays. Cette base militaire, ce n'est pas n'importe laquelle. Elle abrite notamment des F-16 de l'armée, mais aussi des bombes nucléaires américaines. Survol de drones ce mercredi, mais aussi le week-end dernier à 3 reprises. Vu l'ampleur des opérations, il y a carrément un Conseil national de sécurité qui a été convoqué hier en urgence, réunissant le gouvernement, les services de sécurité, le contrôle aérien. Pour les services secrets, il y a peu de doute. Tout semble indiquer un acteur étatique, probablement la Russie. Alors pourquoi cibler spécifiquement la Belgique? C'est le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, qui nous donne la réponse. Écoutez.
Nous le constatons tous, et les Belges aussi. C'est une mesure conçue pour semer l'incertitude et la peur en Belgique. Ne touchez pas aux actifs russes. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Ancien ministre de la Défense, je me retourne vers vous à nouveau, Michel Polaco, parce que les airs, c'est vraiment votre domaine. Selon vous, pourquoi il ne faudrait pas sous-estimer ce qui se passe du côté de la Belgique ? Écoutez, moi je crois qu'au contraire, il faut cesser de donner une dimension incroyable à ces opérations. Vous doutez bien que les drones qui viennent gêner l'aéroport de Zaventem ou celui de Charleroi ou celui de Liège sont des drones qui ne viennent pas de Russie. Donc ça veut dire que ce sont des petits drones qui ont décollé de distances très faibles de ces aérodromes, que ce sont des opérations peut-être menées au profit de la Russie, c'est possible, mais qui n'ont aucun intérêt militaire. Il n'y a rien à observer que tout le monde ne connaisse. Nous savons tous où se trouvent les armes nucléaires américaines en Europe. Il y a 6 pays dans lesquels il y a des dépôts et on connaît ces dépôts. Et nous savons tous où se trouvent les dépôts des armes nucléaires françaises. C'est pareil. Donc je pense que si vous voulez, ce sont des opérations de communication, avec ou sans la collaboration des Russes, peut-être avec, c'est tout à fait possible, qui leur profitent sur le plan médiatique en tout cas, qui sèment la panique d'une certaine manière par chez nous. Mais ça voudrait dire, si c'était vraiment des armes qui arrivaient de Russie, des drones qui arrivaient de Russie, que le ciel européen est dans un état lamentable de défense. Or, je peux vous garantir que ça n'est pas le cas. Je peux vous dire que l'OTAN, la France, les autres pays de l'OTAN ont des moyens de détection d'appareils, évidemment, d'aéronefs, d'avions, de gros drones qui sont tout à fait performants. Et il y a aussi des moyens de défense. Donc, si tout ça, ça ne sert pas, c'est parce que la menace n'a absolument rien à voir avec les outils de défense dont nous disposons. Alors, je voudrais qu'on se remette en tête la déclaration choc de Theo Franken, qui est le ministre belge de la Défense, qui a dit ceci il y a quelques jours. Si Poutine utilise des armes nucléaires, Moscou sera rayé de la carte. Il assume une stratégie, certes de communication, mais ça fait aussi partie de cet affrontement, une stratégie forte. Et il a raison, Yves Doutrieux. Il évoque l'article 5 et le parapluie nucléaire américain, puisque la Belgique, à ma connaissance, n'a pas elle-même l'arme nucléaire, mais elle la partage, ça a été dit tout à l'heure, avec le système de double clé. Bon, c'est le genre de propos que parfois nous avons reproché à tel ou tel dirigeant russe qui s'exprimait de cette façon-là. Mais ça traduit quand même une montée générale de l'inquiétude. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi Marc Rutte disait que le terme de guerre hybride n'était pas approprié. On est vraiment dans la guerre hybride. En fait, ça veut tout simplement dire guerre conventionnelle plus d'autres moyens pour faire la guerre, ce qui n'utilise pas des armes conventionnelles. C'est la cyberguerre, c'est la désinformation, c'est peut-être ces drones qui ne sont pas des drones militaires. C'est de la guerre hybride. Et par rapport à ça, ça a été dit, là je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'on veut un peu inquiéter les populations. Bien sûr, ce ne sont pas des drones qui viennent de Russie, il suffit de regarder une carte, mais c'est des drones envoyés peut-être par des sympathisants de la cause russe. Ils peuvent être envoyés à 10 km de là. On l'avait vu à Copenhague, à Oslo. Certains articles mettent en avant à nouveau la flotte russe avec des bateaux qui navigueraient au large et desquels partiraient potentiellement ces drones. C'est ce qui ressort dans la presse ces toutes dernières heures. Peut-être. Alors vous avez aussi toutes les actions de désinformation. Souvenez-vous ces histoires de têtes de cochon devant des mosquées, ou bien les symboles sur les synagogues, ou ces cercueils avec des soi-disant victimes mercenaires français tués en Ukraine sous la Tour Eiffel. Tout ça, c'est la guerre hybride. On est en plein dedans. Alors par rapport à tout ça, la responsabilité des gouvernants, c'est de rassurer les populations et de prendre des mesures pour dénoncer cette désinformation. Oui. On a des agences en France, dans tous les pays européens, pour dénoncer et expliquer exactement qui est derrière. Allez, Général, allez-y. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée ce qu'a fait c'est le Premier ministre belge. Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense belge. Le ministre de la Défense belge de pointer le nucléaire comme ça. D'abord, c'est vrai que la Belgique n'est pas une puissance nucléaire. Elle transporte juste la B-61, mais qui est sous clé américaine. Ils n'ont absolument pas la capacité de déclencher. Et là, on rentre dans le narratif russe. C'est-à-dire que les Russes, ceux qui prétendent toujours être mis en danger par l'Alliance occidentale, ils vont dire, regardez, on est menacé du nucléaire. Et donc, répondre par un drone qui survole l'aéroport de Bruxelles par la menace nucléaire, ça n'a aucun sens. Je pense que, et sur le plan politique, je trouve qu'il y a une perte de sang-froid. Le nucléaire, moins on en parle, mieux ça vaut. Il faut entretenir l'ambiguïté. On n'imagine pas,
le président de la République dire ouais, il y a eu un drone au tuyau de Roissy et donc attention la Russie, nous possédons l'arme nucléaire, ça n'a pas de sens. Moi je crois que là il ne faut pas le faire. Voilà. Maintenant, pour revenir à ces drones qui survolent, le principal effet c'est d'entretenir un climat d'insécurité. C'est justement ça, c'est l'effet médiatique redondant, l'insécurité. Alors guerre hybride bien sûr, mais c'est un effet absolument surdimensionné, surmultiplié par rapport aux moyens engagés. Et c'est ça qu'ils cherchent en fait. Avec peu de moyens, peut-être avec des petites frappes locales, avec un drone qui vole et qui s'envole effectivement à 10 km, eh bien ils sont capables vous voyez, on en parle médiatiquement en permanence, en boucle, eh bien c'est ça qu'ils cherchent, c'est essayer de maintenir ce climat d'insécurité en Europe. Non, c'est le même principe que la désinformation, c'est-à-dire qu'il y a un investissement initial qui est très faible et un retour qui peut potentiellement être très très fort, surtout si, c'est comme la désinformation, si l'histoire est entre guillemets viralisée ou amplifiée, notamment à travers d'un traitement médiatique. Je crois, parce que vous posiez la question de pourquoi est-ce que Mark Rutte, ou c'était vous, monsieur l'ambassadeur, qui disait pourquoi est-ce que Mark Rutte se plaint de l'utilisation du terme hybride. Mais c'est ce qui nous a interpellés ce matin. Honnêtement, je vais vous dire les choses, on n'aurait pas forcément parlé des drones au-dessus de la Belgique ce matin si on n'avait pas eu Mark Rutte qui nous dit on n'est plus dans la dimension de la guerre hybride. On est en passé fait, il le fait sans doute, et c'est la manière dont je reçois ses propos maladroitement, mais il essaye de réinjecter de la substance dans un terme qu'on a tendance à surutiliser et donc on galvaude quelque part ou dont on peut donner le sentiment finalement qu'il va systématiquement correspondre à des actions qui vont rester en dessous du seuil de la létalité et au final ça passe. Mais Claire Cambier rappelait au travers des exemples qu'elle a montré, que ce soit le patron de Rheinmetall ou encore ce pilote russe qui avait fait défection. Mais de temps en temps, ces opérations de sabotage sur notre territoire, elles sont létales. Et quant à ces drones, si effectivement le problème de l'attribution est quand même réel, ça pourrait potentiellement entraîner un incident qui serait fort regrettable. Merci beaucoup, Général. Merci. Merci également Yves Doutrio, Claire Cambier, bien évidemment. Je ne vous oublie pas, Michel Polaco. Merci beaucoup d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Merci à vous de nous avoir regardés. Là, tout de suite, maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité présenté par Sylvia Amicone.